Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Télé Djibouti dans cette émission consacrée essentiellement à la 8e édition du CITA, de son acronyme en français, le Salon international du textile africain. Cette manifestation culturelle s'est déroulée en sa 8e édition à Lomé, la capitale togolaise, et le thème retenu était l'industrie du pagne en Afrique, innovation et intelligence collective au service de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Lomé du 4 au 6 novembre dernier, où notre pays n'était pas en reste en y prenant part. Je fais donc un tour d'horizon à cette table avec mes invités qui ont bien voulu être présents pour en parler. Je donc commence sur la droite. Madame, présentez-vous au public. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je m'appelle Fadumou Abdi, je suis la directrice de la culture du ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui est responsable du salon qui a un peu enjonglé ces travaux-là. Voilà. À vous, monsieur. Bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Kahin Mohamed Ibrahim. Je suis le propriétaire de la première marque djiboutienne des costumes. Effectivement. Et qui a pris part à cet événement qui s'est passé à Lomé, au CITA 2022. Bonjour à tous les Djiboutiens. Mon nom c'est Badria Hussein Limo. Je suis ce qu'on appelle une artiste plasticienne et designer, fondatrice de la marque Geska Africa. Eh bien, le ministère nous a appelés, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, et on a répondu présent pour représenter Djibouti aux 8e édition du Salon international du textile africain à Lomé. À vous, madame. Bonjour. Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum assalam. Je me présente, Madame Ndeye Fatou Ndiaye, et je suis professeure d'enseignement technique féminin, styliste et modéliste de formation. Et je remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture de m'avoir invité pour notre participation au 8e Salon international du textile à Lomé, et dont Djibouti a été bien représenté. Je reste avec vous, Madame Fatou Ndiaye. On va vers l'historique du CITA, le Salon international du textile africain. Son historique, vous avez une idée de comment cet événement a commencé en premier? Oui, le CITA est venu en Afrique de l'Ouest par des hommes d'affaires cultivateurs de coton qui ont voulu faire la promotion du pagne tissé burkinabé à travers l'Afrique de l'Ouest d'abord, avant de venir jusqu'en Afrique de l'Est avec Djibouti. Badria, vous pouvez rajouter quelque chose sur l'historique du CITA? L'historique du CITA, comme a dit Fatou, c'est la promotion, c'est des hommes d'affaires qui se sont réunis pour faire la promotion de leur production et présenter aux autres pays d'Afrique ce que l'Afrique peut faire. Donc c'est d'abord un produit burkinabé. Burkinabé, effectivement. Voilà, une présentation de ce qu'on appelle le faso d'Enfani, le pagne tissé. La première édition, elle a lieu en quelle année? Un aperçu, une date? Sincèrement, je ne pourrais pas dire. Donc, le CITA a été créé en 2009. Donc, son première édition a été en 2009. Donc, c'était à Djibouti, on avait fait le 7e édition. Donc, c'était 3 ans du Covid qu'ils étaient en retard. Donc, c'est la promotion en fait. C'est la promotion, le promouvoir de tenue ou bien le textile africain pour mettre en avant et puis pour l'agriculture, pour la production, tout ça. C'est à peu près ça. On va essayer de revenir sur Djibouti parce que Djibouti a accueilli une édition ici à la capitale djiboutienne. Monsieur Kahin, vous avez pris part à cette édition. Qu'est-ce que vous avez comme idée là-dessus? Franchement, pour ma part, ça a été, c'était la première fois que j'avais participé au CITA 2021. Et ça a été une bonne expérience pour moi parce que
ma marque, elle était toute jeune. Elle existait depuis 2 ans à ce moment-là. Et heureusement qu'on a été le pays hôte cette année-là. Et machallah, alhamdulillah, il y a eu des très bons retours. Et on a pu vraiment faire connaître nos produits locaux à Djibouti. Et franchement, avec l'aide du ministère de la Culture, on a eu vraiment comme on appelle, ce bon retour-là. Et une très bonne organisation d'ailleurs, que je félicite les 2 ministères qui ont travaillé conjointement. Et franchement, ça a été une très belle expérience à Djibouti. Badria, vous avez la même expérience, je pense, en tant que styliste et amoureux de la mode lors de cette édition qui s'est déroulée à Djibouti. Oui, c'était une très très bonne chose et une très très belle organisation. D'ailleurs, les échos qu'on a eus quand on a été à Lomé, c'était tout le monde voulait revenir à Djibouti et c'était vraiment la meilleure organisation du CITA après 3 ans d'absence sur les plateaux de la mode à cause du Covid. Mais Djibouti s'est vraiment donné les moyens pour bien accueillir les gens, pour bien organiser et aussi pour bien représenter leurs stylistes, la créativité de stylistes djiboutiens. Et ça a été vraiment un succès. Oui. Pour nos 3 stylistes ici présents, mis à part la directrice, parlez-nous de vos activités de manière sincère et profonde. Qu'est-ce que vous aviez proposé à ce salon du textile africain? Parlez-nous de vos activités, Madame. Oui, comme Badria l'a si bien dit tout à l'heure, Djibouti a relevé le défi de l'organisation après Covid. Et ça a été une opportunité pour plusieurs stylistes et modélistes de participer à cet grand événement et aussi des mannequins internationaux, la présence de mannequins internationaux. D'où l'engouement de la jeunesse djiboutienne à leur participation. Nous allons revenir sur ce point-là. En même temps, on va essayer de... Qu'est-ce qui vous a permis en tant que styliste l'organisation de cet événement et parlez-nous aussi de vos activités. Oui, moi, comme je vous l'ai dit, je suis styliste et modéliste et j'étais venue à Djibouti dans ce domaine et j'ai créé mes activités, ma boutique et ma marque personnelle à Djibouti. Donc, c'est la boutique Fadel. Vous êtes installé en quelle année à Djibouti? Je suis venue pour la première fois en 87. C'était pour un projet de femmes et développement avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et financé par les Nations unies. Jusqu'en 98, j'ai géré ce projet, formé des femmes dans le domaine de la couture, la broderie machine et même la poterie. Et le bricolage aussi, on le faisait à l'époque. Et quand j'ai créé ma marque aussi, je remercie le peuple djiboutien de m'avoir fait confiance. Et je vois que cette marque est bien aimée par beaucoup de Djiboutiens. Et c'est là que vous avez commencé à s'installer à Djibouti? Et c'est ça qui m'a donné l'amour de m'installer à Djibouti et créer une marque de prêt-à-porter. Et je fais de la confection en même temps. Je fais de la confection femmes, hommes et enfants en même temps. Je travaille le tissu wax, qui est d'origine hollandaise, que tous les Africains portent actuellement. Vous avez des boutiques en ville, par exemple? Oui, j'ai une boutique en ville. Vous pouvez nous situer? La boutique, elle est en face du restaurant Santal, sur la rue Brazzaville. Donc, il y a beaucoup de Djiboutiennes qui connaissent ma marque et qui s'habillent avec la marque Fadel aussi. Et je remercie infiniment le peuple djiboutien de m'avoir fait confiance. Vous êtes un modèle d'intégration, madame. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis modèle d'intégration Ouest-Est. Et je suis bien intégrée à Djibouti. Et pour cela, je remercie infiniment les autorités djiboutiennes. Kahine, vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que le CITA, lorsqu'il a été accueilli par Djibouti, qu'est-ce qui vous a permis en tant que styliste et créateur de mode? Franchement, ça a été, comme j'avais dit, ça a été une très belle expérience. Et comme j'avais dit, ma marque, elle était toute jeune.
j'avais créé cette marque-là en 2019. J'avais pris cette initiative-là de créer cette marque en 2019. Et il y avait des parades, il y avait des mannequins qui s'habillaient. Est-ce que ces mannequins ont arboré vos tenues? Exactement, oui, exactement. Et comme on appelle d'ailleurs le premier CITA que j'avais participé, c'était heureusement qu'on a été le pays hôte, c'est-à-dire Djibouti. Et j'avais eu le plaisir d'habiller des jeunes qui ont été formés, des jeunes mannequins. Ça a été une première déjà d'ailleurs. Et j'ai eu le plaisir d'habiller des jeunes mannequins qui ont été formés par des Djiboutiens surtout, et dans le domaine de mannequinat. Et franchement, j'ai eu un très bon retour là-dessus parce que, de un, ça a été une très bonne communication pour ma marque. Et que d'ailleurs, après ça, il y a eu des retours comme des partenariats que j'avais eu comme la compagnie aérienne nationale Air Djibouti. Air Djibouti, effectivement. Oui, exactement. Et franchement, j'ai eu un très bon retour là-dessus. Ça a été une très belle expérience et ça nous a permis surtout comme on appelle, de mieux connaître ce domaine-là. Pour moi, pour ma part, ça a été une expérience qui m'a fait connaître franchement profondément. Beaucoup de personnes, par exemple, est-ce que vous avez eu des contacts avec des entrepreneurs africains? Oui. D'ailleurs, oui, on est toujours en contact. D'ailleurs, on s'est retrouvés même à Lomé cette année. D'ailleurs, ils nous ont tellement félicités d'avoir organisé par rapport à l'organisation du CITA à Djibouti, parce qu'ils étaient franchement très bien accueillis et ils ont aimé le pays surtout. On les a fait visiter après et franchement, il n'y avait eu que des belles choses en retour. Madame Badria, mis à part vos côtés stylistes et amoureuses de la mode, qu'est-ce que les Djiboutiens ne connaissent pas de vous? L'art, par exemple. L'art, je pense que c'est en fait l'art, c'est comment je pourrais présenter ça? Eh bien, c'est l'imagination. On ouvre son imagination, ça vous met dans d'autres dimensions. Donc l'art, c'est que je fais, les gens peuvent venir visiter, j'ai ma galerie. En fait, mon magasin, c'est un magasin d'art et design. Donc il y a mes productions artistiques, des gravures qui sont tout accrochées au mur et tout. Et puis à côté, vous avez la production stylistique, du design et tout ça. Donc l'art, c'est une manière aussi de présenter sa culture. Hein. On ne peut pas séparer, par exemple, je suis djiboutienne, on vient du nomadisme, donc ce qui m'inspire, c'est aussi les caravanes, les nomades et tout ça. Donc c'est vraiment une représentation de notre culture, de ce que nous sommes en fait. Comment vous avez fait pour basculer de l'art, du graphisme et tout ce qui va avec, à la mode en fait? Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières? Il n'y a pas de frontières parce que par exemple, si vous êtes dans une école d'art, vous confectionnez aussi des vêtements. Parce que on fait des expositions, donc tu peux faire des installations. Aujourd'hui, vous êtes dans une atmosphère où ce que vous voulez présenter, c'est les tissus. L'origine du tissu, d'où est-ce que ça vient le tissu, comment on fabrique les tissus, comment ça se fait. Et en fait, les écoles d'art te permettent à travailler les tissus, à manipuler les tissus. D'ailleurs, il y a même des sections qui s'appellent manipulation des tissus, où tu vas transformer les tissus comme tu veux. Donc, les deux, il n'y a pas de frontière entre les deux, ils sont imbriqués. Pour le public qui ne vous connaît pas, vous avez déjà fait des expositions de l'art. Oui, une fois j'avais fait à Kempinski une exposition de gravure où il y a le président, tout le gouvernement qui était là. Mais j'ai fait d'autres expositions aussi en dehors de Kempinski, que ce soit à l'Institut français, soit dans des maisons privées. Donc, je fais toujours, mais bon, après, chez nous, il n'y a pas de galerie dédiée à ça pour qu'on puisse
connaître et présenter. Je me tourne vers vous, Madame la Directrice. Comment le ministère de la Jeunesse, on sait qu'il a été conjointement organisé par ces deux ministères, en l'occurrence celui du Commerce et le ministère de la Jeunesse et de la Culture, comment votre département s'est-il préparé à l'organisation d'un événement d'envergure continentale? Donc, merci beaucoup d'abord, mais bon, le travail n'était pas petit en fait, oui. Mais c'était vaste. Il y avait 28 pays qui ont confirmé et qui étaient prêts à venir à Djibouti pour y participer à l'événement du CITA en 2021. Donc nous, c'était probablement le truc de tout ce qui est défilé de mode, chercher les stylistes, les mannequins aussi, comme c'était la première fois à Djibouti. On était obligé de chercher et sélectionner les stylistes qui devraient être présents ou bien concourir à côté des différents pays qui viendront à Djibouti. Et puis la deuxième étape, c'était de sélectionner des mannequins. En fait, la grande surprise pour la culture, c'est que maintenant, on peut cibler, on peut savoir qui n'est pas mannequin et qui est styliste. Avant, on ne savait même pas ça. Vraiment, c'est une bonne opportunité. Donc, nous, on avait sélectionné les différents stylistes qui nous ont demandé qu'il y avait 4 stylistes qui devraient parcourir ou bien concourir dans cet événement. Et puis, sélectionner nos mannequins. Il y avait 20 mannequins qui ont participé avec nos 4 stylistes. Donc, le travail, je veux dire que c'était pas Effectivement, un travail voilà, c'était pas un travail minime, effectivement. Lorsque 28 pays avec des représentants venus des pays. Exactement. Il y avait 2 mannequins. Le pays, c'est à part. Donc, chaque pays, il y avait 2 stylistes et 3 mannequins qui venaient normalement du pays, si je ne me trompe pas bien. Voilà. Donc, c'était en global beaucoup de monde à Djibouti. Et c'était une expérience enrichissante oui, pour vous. Une question commune pour les 3 stylistes ici présents. Est-ce que ça a été un déclic pour vous, le CITA qui a été organisé à Djibouti, pour vos activités professionnelles? Est-ce que ça a été un déclic? Qu'est-ce qui vous a permis? Badri, avec un déclic, je ne sais pas, puisque nous, on continuait à un décollage, par exemple oui, c'était encourageant, en fait. Ça, c'était encourageant et c'était aussi une manière, nous, de nous motiver pour être à la hauteur par rapport aux autres. Ça a été ça. Oui, c'était vraiment une très, très bonne expérience pour nous, mais également pour Djibouti. Parce que on connaît Djibouti, on a les ports, on a beaucoup de choses qui sont connues, mais grâce maintenant à la mode, c'est connu aussi. On peut dire voilà, Djibouti, c'est pas que la mer. Vous confectionnez quel genre de tenue, par exemple? C'est que je porte aujourd'hui. On dirait une tenue éthiopienne. Éthiopienne? Oui. Je pense pas. Je crois pas. C'est une robe. C'est une tunique en fait, enfin l'ensemble, je sais pas. Est-ce que je me lève, je fais les mannequins? Allez-y, je vous donne. Ça, c'est des tuniques que je fais, que je confectionne, que les Djiboutiennes aiment bien parce que ça cache un peu les formes et tout ça, et ça respecte certaines normes, voilà. Et puis des jupes comme ça avec les tuniques, les tissus traditionnels Afar. Oui, voilà. Donc vous confectionnez dans votre atelier, c'est ça? J'avais un atelier avant, maintenant j'en ai pas. Oui. Mais ça c'était confectionné chez moi, oui. C'est très beau. Oui, voilà. C'est très beau. Voilà. Merci. Donc ça nous a permis, en fait, on fait pas juste pour les étrangers. Moi, quand j'ai décidé de faire ça, c'était pas faire juste pour les étrangers. L'idée qui m'habitait, moi, c'est faire pour les gens de chez nous. C'était très important. La marque Guesk, pourquoi j'ai appelé Guesk Africa? Guesk Africa, oui. Parce que, voilà. Judicieux. Voilà, j'ai grandi en Europe. Tout ce que je voyais de l'Afrique et de la corne de l'Afrique, les informations, quand on regardait la télé, c'était le continent où il y avait les guerres, les famines et tout ça. Mais moi, quand je revenais en vacances chez nous, on ne voyait pas ça. C'était des gens qui travaillaient, c'était des gens qui étaient heureux, c'était des gens qui ne crevaient pas à la faim.
Donc à mon retour, c'était, je vais montrer cette corne de l'Afrique qui travaille, cette corne de l'Afrique qui est debout. C'est vrai, mais en même temps, c'est Djibouti qui est un havre de paix parce que on connaît que oui, mais même autour, vous allez, l'idée quand les Occidentaux de l'Afrique, c'est quand même la misère. Vous allez en Éthiopie, c'est magnifique. Vous allez en Somalie, Somaliland ou l'autre Somalie du Sud, c'est magnifique. Et on ne va pas ramener un continent à la misère. Effectivement. Et le CITA, ça présentait ça aussi. C'était présenter le génie africain, ce qu'on a, créateur, voilà, le talent, les génies africains, et c'est ça. Et nous, on était présents, on a dit voilà, les Djiboutiens ont du génie, les Djiboutiens et Guest Africa, pour ceux qui veulent savoir où ça se situe, c'est au Mulk Center. Mulk Center, donc. Mulk Center, donc entre Victor Hugo et les parfumeries Seydat. La boutique Guest Africa. Voilà. Oui. À vous. C'était une question commune. Qu'est-ce qui vous a permis ce déclic, ce décollage de votre parcours professionnel? Est-ce qu'il y a eu tout cela avec l'organisation de la Cité à Djibouti? Il y a eu beaucoup d'impact après Cité à Djibouti 2021. Mais pour vous dire qu'avec ma marque, vraiment, on a beaucoup à travailler avec beaucoup d'autorités ici à Djibouti, avec la communauté expatriée aussi. Parce que moi, ce que je faisais, je fais toujours les habits africains traditionnels. Vous le portez, je pense. Voilà. Ben, vous l'avez confectionné dans votre atelier? Oui, j'ai confectionné de mon atelier. Et ensuite, je travaille aussi le tissu traditionnel d'ici, porté avant les années indépendance. C'est ce qu'on appelle Indio Dakan. Indio Dakan, effectivement. Et en fait, c'est un tissu qui est venu avec la colonisation anglaise. On retrouve ce même tissu au Kenya, en Somalie, en Tanzanie, un peu partout en Afrique de l'Est. On retrouve ce même tissu qui était le tissu traditionnel, contrairement en Afrique de l'Ouest où il y avait des imprimeries et il y avait des industries sur place qui confectionnaient des tissus africains. C'était ça la différence. Et on a essayé de valoriser le tissu d'ici. Et même les dérés qui sont portés par les Djiboutiennes, qui est un tissu en coton très chic et très cher, quelquefois, au lieu de le coudre en boubou simple, quelquefois on fait de belles robes avec le gogoro qui s'ensuit. Donc après Cita aussi, on a eu des retombées avec la clientèle. Et j'ai vu aussi beaucoup de jeunes qui sont venus vers moi pour en prendre encore la couture et améliorer aussi leur qualité sur le plan mannequinat. Est-ce que vous prenez est-ce que vous respectez des normes ou des conditions pour que vos habits soient mis, par exemple? Ah oui. On a tendance à un petit peu dire que les tenues africaines sont chaudes pour nous en Afrique de l'Est. Est-ce que vous donniez cette... Déjà sur Djibouti, il existe des tissus importés avec du coton 100%, ou bien 70% coton avec un peu de polyester comme le sheet. Mais c'est des tissus qu'on peut confectionner, ils ne sont pas chers. Comme Badria l'a si bien dit, voilà, c'est des tissus imprimés et la majeure partie de l'Inde. De l'Inde. Vient de l'Inde et de la Chine, d'ici. Mais on peut confectionner des tenues style chari ouvert sur les deux côtés. On peut faire une belle robe. Chari, c'est... Chari, c'est des tissus indiens. Indien, oui. Donc, on peut le faire avec de la dentelle. Ça, c'est la dentelle d'origine. À l'époque, avant que les Africains utilisaient ce tissu, c'était un tissu anglais aussi. Mais on peut confectionner des robes, on peut confectionner des tuniques, on peut confectionner des ensembles, vestes, avec ces mêmes tissus. Et tout en tenant compte de la température et de la chaleur à Djibouti. C'est très important. Oui. Le wax, il est à 100% coton. On peut retrouver des wax chinois avec coton et polyester. Mais le bazin, il est à 100% coton. Le diret, il est à 100% coton et voile aussi. Donc, on peut adopter des tissus d'ici comme des tissus d'ailleurs, vers l'Afrique de l'Ouest, même si c'est importé, comme le pagne tissé. Le pagne tissé, c'est particulièrement Afrique de l'Ouest. Mais on peut retrouver un pagne tissé léger, par exemple, qui ne fait pas trop chaud, pour faire un habit d'hiver ici. Y a-t-il une tranche d'âge que vous... Tous les âges. Parce que les Djiboutiens aiment s'habiller, mais très décent. Très décent. Ils n'aiment pas des habits trop décolletés ou bien des habits où on voit des formes. Mais ça dépend de la confection et de ce que la clientèle veut adopter comme vêtements.
que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Vous avez créé aussi des emplois? Oui, j'ai créé des emplois. Vous avez combien de personnes dans votre atelier? J'ai deux Djiboutiennes et un Sénégalais. Madame Badria, vous avez des... Non, mais je suis toute seule. Je ne suis pas devenue encore riche pour employer du monde. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Merci. Monsieur Kahine, je reviens vers vous. Oui. Vous nous en parlez aussi de ce déclic et ce décollage, s'il y en a eu lors de l'organisation de la CITA. Oui, exactement. En fait, comme je vous disais, ma marque à ce moment-là, elle était très jeune. J'avais pris cette initiative-là de créer cette marque de costumes à Djibouti parce que j'avais remarqué que ce n'était pas assez accessible. Et même si c'était accessible, c'était que pour les gens qui en avaient le moyen. Donc moi, ma boutique, déjà, c'est un prêt-à-porter. De base, c'est un prêt-à-porter, mais qui est spécialisé dans ce qu'on appelle les costumes. C'est-à-dire, j'ai créé cette marque-là. Et puis j'ai remarqué un truc, j'avais voulu rajouter ma petite touche pour se démarquer un peu des prêt-à-porter qui existent à Djibouti, en créant cette marque-là justement, qui est djiboutienne. Donc j'avais lancé ça en 2019 et j'ai remarqué que dans chaque boutique à Djibouti, ils négligeaient un peu ce qu'on appelle le fitting. C'est ce qu'on appelle le fitting qui est le concept sur mesure. Sur mesure. Oui, c'est ce qu'on appelle le concept sur mesure, ce qui fait que par exemple, un costume, s'il n'est pas vraiment à ta taille et à ta mesure, c'est qu'il n'est pas vraiment fameux, ça ne sera pas vraiment fameux sur toi. Donc justement, voilà, je porte ma marque justement d'ailleurs. Le Taylor. C'est le Taylor, ça, c'est le Taylor justement. Et dès que j'ai créé ça, j'ai ramené, comme on appelle, des tailleurs professionnels, parce que c'est pas n'importe quel tailleur qui confectionne, soit qui retouche les costumes. Il doit être vraiment un tailleur qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc j'ai ramené ces tailleurs-là professionnels qui travaillent. Vous l'avez ramené de l'extérieur? Franchement, il y en a qu'un seul qui comme on appelle. Qui est un Éthiopien d'ailleurs. Les deux autres, c'est des Djiboutiens. D'ailleurs, tous mes staffs, c'est en tout, y compris moi qui travaille dans mon magasin même, on est 6 personnes. 6 personnes. Donc, ce qui fait, il y en a 5 Djiboutiens et un Éthiopien d'ailleurs. Vous lancez dans le secteur de la mode et de la vente des prêt-à-porter. Exactement. Madame Badria et Madame Ndaye Fatou sont plus âgées que vous. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné cette motivation, vous qui êtes jeune? Pourquoi vous n'avez pas pu faire autre chose, par exemple? Qu'est-ce qui vous a attiré chez la mode? Franchement, comme on le dit, j'ai vu un marché qui est un peu vide. D'ailleurs, qui était un peu vide, qui n'était pas accessible. Vous demandez des questions à ces deux madames? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on s'appelle constamment. Je prends des conseils d'eux, d'ailleurs. Et comme on appelle, j'ai vu un marché qui était vide, en fait, qui était, comme je vous disais, le costume, il n'était pas très accessible pour tous les Djiboutiens à Djibouti. Oui, avec les conditions climatiques. Avec les conditions climatiques, le costume ne peut être porté par des hommes politiques ou par les journalistes qui sont là pour la plupart. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que mes costumes soient adaptés à la température de Djibouti. C'est-à-dire, c'est ce qui rend chaud un costume, c'est ce qu'on appelle le nylon. Ouais. C'est ce qu'on appelle le nylon qui rend chaud à Djibouti. La doublure, justement. Donc la doublure, moi, pour ma part, pour mes costumes, ils ne sont pas doubles. Il n'y en a qu'une seule, comment on appelle couverture. Et voilà, une seule couverture. Et sincèrement, comme je t'avais dit, j'avais remarqué que c'était un secteur vide. C'était un secteur vide qui n'était pas très accessible pour tout le monde. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le rendre justement accessible pour tout le monde. Et ça, c'est par rapport au prix déjà. Au prix. Ouais. Ça, c'est par rapport au prix déjà. Exactement. On va en parler. Voilà, on va pas en parler. Exactement. Exactement. Mais je trouvais, il y a quelques instants, vous m'avez dit que vous avez signé des partenariats avec des compagnies djiboutiennes. Exactement.
est-ce que vous ne voulez pas vous amplifier et avoir d'autres partenariats, comme par exemple la radio-télévision de Djibouti? Merci beaucoup, parce que sincèrement, on est chaque jour, chaque matin, chaque jour, on essaye d'élargir nos... Parce que là, il y a un pactel des journalistes qui veulent s'habiller. Ouais. D'ailleurs, oui, exactement. Et d'ailleurs, je dois préciser que je les avais habillés le 27 juin dernier. Pas celui-là, celui d'avant. Donc des journalistes. Des journalistes. Vous avez déjà fait. Voilà, vous êtes déjà présent. En partenariat avec, il y avait une émission qui a été créée par Air Djibouti. Et il y avait le jeune journaliste là, qu'on appelle Hamza d'ailleurs. Donc je l'avais habillé. Donc, en costume. Comme costume exactement, le complet complètement. Et franchement, c'est un partenariat que je m'attends encore jusqu'à maintenant pour l'avoir en fait. Et vous avez un appel, si vous voulez, vous pouvez y aller. Je le lance tout de suite. Donc on revient au vif du sujet. C'était donc cette 8e édition avec vous, Madame la Directrice, les activités de la 8e édition qui a eu lieu à Lomé. C'était du 4 au 6 novembre dernier, si ma mémoire est bonne. Oui, et donc comment Djibouti était représenté à Lomé, la capitale togolaise? Donc, alors, on était... Comment vous êtes organisé au départ? Voilà. On était une délégation de 8 personnes, donc 4 stylistes, une personne qui était là pour participer aux conférences, une personne responsable au stand, parce que les stylistes exposaient leurs propres articles. Donc on avait besoin d'une personne qui était présente toujours là dans les stands pour y répondre aux besoins. Et puis il y avait une mannequin internationale qui était justement venue après nous. Donc on était en global 8 personnes. Donc, alors les différentes activités, c'était l'exposition. Le matin, on exposait, on décorait les stands par contre, pour les différents articles. Le soir, c'était le défilé de mode qui était duré de 2 soirées. Après, il y avait une conférence que un des participants djiboutiens a y participé. Et puis, il y aura le fameux Nuit de coton. Nuit de coton. Voilà, on va revenir à tout cela, mais le départ ici à Djibouti, le départ, comment vous êtes organisé en tant que styliste? Une question commune. Comment vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous avez préparé comme tenue, comme quelque chose à exposer, par exemple, à Lomé? Bien, nous, quand le ministère nous a appelés pour nous demander notre participation à Lomé, au CITA de Lomé, on a répondu présent, on était là, c'était une fierté. Et pour l'organisation, on a imaginé nos tenues, on s'est dit, on était plus libre cette fois parce que la première fois c'était le concours, donc il fallait du textile africain. 100%, oui. Voilà, 100% africain, ou à la rigueur 75% africain et 25% ce qu'on veut. Sauf que là, on était plus libre, il n'y avait pas de concours. Donc on a utilisé nos tissus à nous, d'ici, vu qu'on n'a pas une industrie textile. Donc on a eu, en fait, nos vêtements, que ce soit le drap, on a transformé en kimono, en robe, en tout ça. Donc on a présenté vraiment ce que nos habits d'ici, modernisés et qui sortaient de notre imagination. Donc nous, on a préparé ça, je ne sais pas, 2 ou 3 semaines en avance. Avant qu'on parte, c'était déjà prêt. Également, Oui, j'ai participé. Avant cela, je tenais à vous saluer. Vous avez donc représenté Djibouti. J'ai représenté Djibouti. Sénégalaise. Voilà, j'ai représenté Djibouti, comme je vous dis toujours. Effectivement, un modèle d'intégration, ça je le confirme. Et je me dis toujours que Djibouti, c'est ma deuxième patrie. Ça l'est. Ouais, c'est ma deuxième patrie. Et j'étais fière de représenter aussi Djibouti à Lomé, en Afrique de l'Ouest. Comment vous êtes préparé à votre départ? Je me suis préparée selon la coutume djiboutienne. Parce que, c'est-à-dire, j'ai travaillé des tissus djiboutiens à l'ancienne. J'ai travaillé le Indio Dakan et d'une autre manière. Parce que même quand vous voyez la tradition à l'ancienne, les habits sont coupés à la taille, avec d'un seul côté, sans manche, et avec France à la taille. Arabe. Voilà, exactement. Je l'ai travaillé dans ce sens en le modernisant
pour que la jeunesse djiboutienne puisse l'adapter d'une autre manière. Je travaille dans ce sens. Et avec du coton associé avec quelques garnitures, bien sûr. Donc, et je pense que ça a été vraiment quelque chose que beaucoup de personnes ont apprécié. Au départ, vous aviez des valises, des vêtements. Voilà, on est allé aussi avec nos productions sur place pour exposer. Lui, il est parti avec vraiment de très jolis costumes, comme il a dit. On reviendra vers vous, terminer. Voilà, et Badria aussi, moi aussi, bon, j'avais travaillé aussi la mousseline. J'ai travaillé la mousseline patchée avec du tissu djiboutien et un peu de pagne tissé et qu'on a exposé dans nos stands et alhamdulillah qui ont été bien appréciés aussi. Ça a été au départ, franchement, on avait... Vous êtes organisé comment qu'est-ce que vous avez pris pour montrer aux autres pays africains qui seront représentés? J'avais pris en tout et pour tout, je pense, 32 costumes. Parce que exactement, ça a été vraiment toute une logistique et puis parce que déjà il y avait le stand et le stand qu'on expose dans le stand, forcément on doit s'attendre à ce qu'il y ait des achats. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre à peu près et à ce moment-là, alhamdoulilah, j'avais... pas retenu, hein. Exactement. Donc à ce moment-là, alhamdoulilah, un mois avant, il y avait ma nouvelle collection qui était sortie. Il y avait ma nouvelle collection qui était sortie. Je comptais faire un défilé de mode à Djibouti pour pouvoir présenter ça à mes concitoyens, exactement. Et alhamdoulilah, j'ai reçu cet appel-là du ministère de la Culture qui m'a proposé à participer. La 8e édition du CITA. Donc j'ai voulu faire, comme on le dit, une pierre deux coups. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Donc, pour les choix de mannequins, comment le ministère fait-il pour sélectionner les mannequins qui vont représenter notre pays? Est-ce qu'il y a eu un appel? Est-ce qu'il y a eu des concours? Comment le ministère s'est organisé sur ça? C'était pas le ministère. Nous, on nous a justement poussé, leur donner les avis, mais il y avait l'organisateur du CITA qui faisait des concours. Qui avait déjà fait une présélection. Oui, maintenant même ils ont fait une présélection. Et puis ils ont sélectionné une djiboutienne qui a été sélectionnée. Enfin, on a une mannequin internationale maintenant. Mais pour le ministère, l'objectif du ministère, c'était justement pour présenter et puis montrer aux pays que nous-mêmes on peut participer au CITA et qu'on a des stylistes, de nouveaux modèles pour y participer aussi. Très rapidement, pour le thème retenu, le choix du thème de la 8e édition, un tour de table, le choix du thème, comment vous avez vu ce thème? Le thème c'était donc innovation et intelligence collective au service de l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'était le thème retenu de cette 8e édition. Madame Ndiaye. Oui. Madame Ndiaye Fatou. Voilà, pour l'autonomisation, moi je me suis dit toujours les métiers de femmes, comme la couture, la broderie. Vous y travaillez aussi là-dessus. Oui, L'autonomisation pour donner une femmes. autonomie à la femme. Une bonne formation, une bonne suivi de formation, avec des activités génératrices de revenus, peut aider beaucoup de femmes à s'intégrer dans la vie sociale. Donc le thème, c'était un thème pour vous qui vous semblait correct et juste? C'était un thème, c'est normal, ce thème, c'est normal. Actuellement, sur le plan économique, toutes les organisations internationales, bilatérales, multilatérales et les gouvernements sont en train d'aider les femmes, les propulser pour aller de l'avant. Et les métiers que les femmes ont adoptés, les premiers métiers que les femmes sont adoptés, c'est la couture, la broderie et d'où la mode. Et s'y ajoute la formation des stylistes pour mieux présenter les produits made in Djibouti. Et lorsque la femme est indépendante, la spirale de la faim dans la famille s'éloigne, comme on dit. Mais en fait, moi, ça me gêne toujours quand on dit l'autonomisation de la femme, parce que la femme, surtout la femme africaine, elle a toujours été autonome. Maintenant, il faut lui donner le moyen pour qu'elle puisse ouvrir ses ailes. Hein, parce que la femme travaille toujours.
même vous voyez, il y a un chantier chez nous aussi. Vous voyez un chantier, la dame, elle va faire son café, son thé, son lhah à côté. Mais c'est ces petits entrepreneurs qu'il faut leur donner le moyen d'innover et d'aller de l'avant. Le thème est bien du CITA. C'est du fashion, c'est de la mode, donc c'est normal qu'on parle de l'autonomisation de la femme. Maintenant, il faut qu'on donne plus d'ampleur à cette annonce. Ce sera donc l'entrepreneuriat des femmes, on va dire ainsi. Voilà, il faut vraiment... On va essayer de dépasser l'autonomisation. Voilà, il faut vraiment mettre tous les appuis. L'encadrement. L'encadrement. On peut former des femmes, mais si autour on présente pas, on ne les aide pas à exposer ce qu'elles font, on les oublie. Vous êtes formés, on vous jette dans la nature. Il y a la formation. C'est le suivi. Voilà, il y a la formation, il y a le suivi, il y a aussi comment faire du commerce, parce que tout le monde n'est pas commercial. Hein. Si aujourd'hui vous avez une formation et que vous n'avez pas comment faire, vous restez à la maison. Ce qu'il faut faire, c'est créer des petites structures, leur apprendre à elles-mêmes comment faire des petits collectifs entre elles, louer une petite chambre, présenter leur création pour ensuite aller un peu plus loin. Ça, c'est très important. La formation, une bonne formation, un bon suivi, c'est la base. Voilà, apprendre à s'unir pour aller plus loin, parce que toute seule, on ne fait rien. Il n'y a pas que l'autonomisation des femmes, il y a aussi des jeunes. Dans ce thème. Exactement, oui. Comment vous l'avez accueilli Sincèrement, pour ma part, personnellement, je suis né d'une famille commerçante. De 3 générations. 3 générations. Ouais, donc ce qui fait que je suis bercé là-dedans. Donc, vous n'êtes pas mal parti. Voilà, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, même en étant tout jeune, en faisant mes études, je me suis spécialisé dans ça. J'ai fait du commerce international. Et franchement, j'ai toujours vécu, ça a été familial, j'ai toujours vécu là-dedans. Et c'est vrai que, il y a ce risque-là de se lancer. Ce qui fait peur, surtout les jeunes, c'est ce risque-là à prendre. Effectivement, le risque, il est là. Il faut être si tu réaliste. ne prends pas ce risque. Le risque, il est là. Vous étiez issu d'une famille commerçante, comme vous le dites. Vous n'avez pas peur de risque aussi lorsque vous vous lanciez. Exactement. L'opportunité est très... L'entrepreneur, c'est ça, c'est un aventurier. C'est un aventurier, et la plupart aussi, la plupart des sociétés, ou des grandes sociétés, sont des sociétés qui sont issues de génération en génération. Exactement, exactement. Donc je suis cette lignée-là, même si... le début, il est toujours... Est-ce qu'on vous a lâché dans la nature en disant que voilà, allez-y, monsieur Caïn, volez des Franchement, oui. Franchement, dans le sens où, ça m'a jamais été servi sur un plateau. Effectivement, il faudrait le dire. Exactement, ça m'a jamais été servi sur un plateau. C'est juste un truc, comme on appelle, c'est un projet que j'ai monté. De A à Z et que j'y ai cru et que j'ai revu. Franchement, alhamdulillah, ils m'ont toujours soutenu. D'ailleurs, je les remercie d'ailleurs sur le plateau. Et franchement, il faudrait y croire et surtout ne pas prendre un risque. Si tu ne veux pas prendre un risque, tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriar. Tu ne risques rien à rien. Merci beaucoup. C'est en risquant ces choses-là, surtout en tombant, que tu peux te relever. Donc, alhamdulillah, au début, ça a été un peu difficile, surtout parce que c'était pas très commun déjà d'ailleurs de créer une marque comme ça à Djibouti. Oui. C'était pas très commun et ça a été un peu difficile d'ancrer ça à la mentalité, à commercialiser ça surtout. Donc alhamdulillah, la première année elle a été un peu difficile, mais là ça fait exactement 3 ans et presque 4 ans même, 3 ans, 7 mois je pense. Et alhamdulillah, je pense que on est sur la bonne voie. Les jeunes Djiboutiens qui vous regardent, monsieur Caïn. Le jeune Djiboutien, est-ce que vous pouvez, et qui ont des idées, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Sincèrement, il faudrait juste qu'ils y croient déjà. Croire. Ouais. Faudrait qu'ils croient déjà. Croire. Et que voilà, ne pas se dire, d'ailleurs là maintenant il y a tout le gouvernement qui est penché sur nous pour pouvoir s'investir dans la jeunesse surtout. Effectivement. Parce que on est la relève comme on le dit.
Donc, En même temps, le mandat de la jeunesse. merci beaucoup. C'est le président, il est vraiment, comme on appelle, focused là-dessus, sur la jeunesse. Donc, je pense que c'est le bon moment, franchement, parce qu'on a tous les outils en main maintenant. On a tous les outils en main. Il y a comme on appelle, il y a comme on appelle le clé, par exemple, qui est là. Centre de leadership. Centre de leadership d'entrepreneuriat. qui est là à lancer les jeunes surtout. Donc, on a tous les outils. Donc, on va dire qu'on est plus chanceux que les jeunes d'avant, on va dire. Donc, le risque, le seul hic, on va dire, c'est le risque à prendre. Et le risque, franchement, ça existe partout dans la vie et il faut le prendre. Et il faut y croire, en fait, à ce projet, à son projet. Très beau message. On revient à la 8e édition. On est à Lomé. Qu'est-ce qui a été les moments forts lors de cette édition? Et est-ce qu'il y avait une nouveauté, par exemple, sur les activités de cette édition, site à Lomé? Non, il n'y avait pas de nouvelles activités, déjà c'était le même. Les mêmes. C'était les différentes activités que c'est déjà installées dans leur programme. Mais pour Djibouti, c'était marqué et puis On peut tout le citer pays, les activités et le oui. e-commerce. Alors c'était le e-commerce, le conférence. La parade des tenues traditionnelles. La parade, c'est le matin, l'ouverture. L'ouverture. Oui, c'est l'ouverture. Il y a l'exposition des stands. Le soir, il y a le défilé des montres. Et puis le fameux nuit de coton pour finaliser. Sur la parade, comment le public a accueilli Djibouti. les Djiboutiens qui faisaient cette parade de la tenue traditionnelle? Donc, Est-ce qu'il y avait un feedback, ils sont revenus de Djibouti, on nous voyait comment pour vraiment parler de ça, voyant le drapeau de Djibouti, tout le monde vraiment remercié et puis s'éclatait de joie même, disant que vous avez marqué et puis nous remercier toujours aussi. Et pour la parade, on avait proposé nos traditions, c'est-à-dire de communauté somalie, afar et arabe, que nous-mêmes on avait paraté et participé aussi même. Donc, mais c'était marqué en fait. C'était parce qu'en 2021, ils étaient à Djibouti, donc ils étaient bien accueillis. C'était une. Voilà, c'est la remarqué. Voilà, c'était pour ça qu'ils étaient comme ça. À vous, Madame Badria Mais à la parade, vous savez, c'était toute oui. l'Afrique qui était présentée. Donc, toutes les cultures africaines, tous les tenues traditionnelles africaines étaient là et c'était beau. Est-ce qu'il y avait une danse traditionnelle sur la marche Est-ce qu'on faisait- En fait, quand les gens arrivaient au niveau des officiels, Oui. chacun faisait son petit pas de danse Le wili-wili, traditionnel. Voilà, oui, non, mais c'était très bien. Et puis, comme tout ce petit monde-là était venu chez nous, Oui. ils connaissaient déjà nos tradition. habits colorés, très beaux, très guerriers aussi pour les garçons. Donc, non, les gens étaient contents et puis nous aussi, c'était bien accueilli. On était contents, oui. Et c'est nous-mêmes qui ont porté les couleurs. Hein. Oui. Ouais, vous faisiez parmi... Oui. Oui, moi, Mais comme je je vous félicite disais, encore une fois, madame. comme je disais, Madame la directrice m'a choisi une tenue à phare. Et après, tout le monde me demandait, même ma famille me demandait, mais ce que tu as mis, machin, etc. J'ai dit, ça, c'est la tenue des affaires. C'est une communauté installée à Djibouti. Installée à Djibouti et c'est une communauté de pêcheurs. Ils habitent au bord de la mer. Effectivement. J'avais même oublié que moi, je suis originaire d'une famille lébou pêcheur. Donc il y avait une ressemblance. Il y avait une ressemblance. Et elle me l'a choisi. Je ne me suis même pas posé de questions. Et je l'ai mis. Et en fait, j'ai repris la tenue de mes ancêtres. À Donc Djibouti. quand vous passiez devant les officiels, comment vous voyez... Et ça a été un succès, franchement, parce Ça a que été, non ouais. seulement ça rappelait l'organisation de Djibouti, Merci. Djibouti a été très bien applaudi. Applaudis. Surtout quand on a fait la prestation devant les officiels. Tout le monde applaudissait Djibouti. Et même aussitôt après la sortie, avec les journalistes, ils disaient vraiment, on se rappelle de l'accueil, de l'organisation à Exactement. Djibouti, etc., etc. Ça a été un écho, franchement. Donc la 7e édition a été marquante. Ah, Elle ouais. était marquante. Ah oui, Franchement, Elle ça- était marquante. ça a Je vous marqué dis tout le monde. que c'était l'occasion d'inviter beaucoup de stylistes et de mannequins qui étaient absents de la scène pendant 2 ou 3 ans à cause du Covid. Et ça a été vraiment une réussite à Djibouti. Karine, vous portiez
aussi, Oui, une tenue exactement. traditionnelle. Oui, je portais le, comment on appelle, le gundante. Voilà. Somali. Exactement. Et ça vous va avec Avec la ici. taille, oui, les gens me remarquaient avec la taille, c'est sûr. Et vous saviez faire pas des danses en ce sens? Franchement, on a fait quelques petits chorégraphies, je pense, parce Ok. que on devait, comment on appelle, bon, comme j'étais le plus grand, j'avais le drapeau. Est-ce qu'il y avait une Ouais. ferveur en passant devant cette foule, avec la musique qui va avec? Y Franchement, avait-il une ferveur? c'était, oui, ça a été, franchement, c'était déjà, comme Madame Fatouma l'a dit, ils étaient tellement marqués de l'accueil qu'on les avait fait à la 7e édition. à la 7e édition à Djibouti, que à chaque fois qu'ils voyaient notre visage, ils étaient... Et le drapeau Ouais. djiboutien. Et le drapeau djiboutien surtout, ils étaient accueillants. Ils étaient accueillants, tout le monde nous appelait Djibouti, Djibouti. Ils ont même oublié nos noms. Ils ont même oublié nos prénoms là. Donc ça a été une belle expérience sincèrement. Et franchement, sur la parade, comme Madame Fatma disait, il y avait tous les journalistes qui voulaient nous interviewer, nous dire à tel point ils étaient bien accueillis à Djibouti. Et franchement, ça a été un franc succès. Il y avait une conférence internationale, Madame la directrice. Cette conférence internationale était... Djibouti avait un représentant. Oui. Comment ça s'est passé? En fait, c'était une conférence de deux journées. oui. Il y avait Kahin et Ilyas qui ont Exactement. participé. Yes. Voilà. C'est exactement, il y avait, il nous parlait de l'autonomisation, comme il De disait, femmes, et oui. du commerce justement, Ok. et de comment ils avaient organisé ça. Il y avait des questionnaires, donc ça a été très intéressant d'ailleurs, parce qu'on a appris beaucoup, pour moi personnellement, j'ai appris beaucoup plus de choses que je ne savais pas déjà. Donc ça a été franchement une belle expérience, et on a pu, bon, mon ami Ilyas là, il a pu demander quelques questions. Et Dans cette conférence, il y avait des experts il y avait des experts, il y avait des stylistes, il y avait des agriculteurs, je pense, il y avait des Oui, voilà. il y avait des experts aussi Il y avait des en Des grands hommes anthropologie, d'affaires. C'est ça, exactement. l'histoire de tissus. de tissus. l'anthropologie. C'est plus l'histoire l'étude de l'homme. Voilà, oui, mais l'homme avec sa culture. Avec sa hein. culture, Voilà, exactement, ouais. Tout à fait. c'est d'où est-ce que l'habit est venu, l'origine de tissus que nous portons, tout ça, c'était bien de savoir comment étaient nos tissus traditionnels avant et comment on a adopté certains tissus et qu'on a fait sien après. Avec la colonisation. Je reste avec vous, Badria. Sûrement en tant que styliste, c'est l'exposition et la vente qui vous attire le plus dans cette édition de Lomé. Bah, c'est d'abord. Vous avez eu un stand, par exemple? Bah oui, on avait un stand djiboutien avec Djiboutien, le drap. Djiboutien, oui. c'est-à-dire Tout avec le monde un était- produit. Voilà, Exactement. tout le- voilà. Exactement. Donc nous, personnellement, avec ma sœur, on a fait notre ligne de sacs. Donc il y avait nos sacs, il y avait aussi ma propre ligne Guesque Africa avec mes habits. J'avais pas apporté beaucoup, mais des habits en soie, à base de tout ce que les filles ici portent, mais modernisé, comme les dira, même les chalmans en soie faits. Est-ce que le public peut acheter, par exemple? Ah oui, 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 oui. C'était oui, ouvert, oui, ouais, oui, ouais, il y a c'était eu ouvert des pour- ventes, C'était hein. comment Oui, il y a eu des ventes. la réussite était au rendez-vous? Bah, les Oui. gens Ouais. nous découvraient, hein, Ils parce que découvraient. là, c'était le pont entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. On a exactement. fait le pont. C'est ça. Et donc, ils découvraient, parce qu'on ne s'habille pas pareil. Hein, on est africains tous, mais chacun a sa spécificité. Nous, on a cette spécificité des habits légers, des habits en soie très très légers. Par exemple, le dira, que ce soit le dira du mariage ou le dira de tous les jours, on ne le trouve pas en Afrique de l'Ouest. Donc c'était aussi la découverte de ça. Et puis aussi, nous découvrions d'autres cultures africaines que nous connaissions. Moi, personnellement, en tant que designer et artiste, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y avait le stand camerounais.
qui faisait du tissage. Tissage. Ouais, avec les Par exemple. métiers à Les tisser. métiers d'État tissés À sur l'ancienne À l'ancienne, oui, à l'ancienne, Avec, oui. dans la place. machine. Une Ouais, démonstration. avec- Il faisait une démonstration. Voilà, sur une place. démonstration Exactement. avec des jolies tontures et tout ça. Il y avait aussi plus loin le Togo qui faisait aussi son pain tissé, des couleurs magnifiques. Donc, il y avait le Mali aussi qui faisait la teinture naturelle des tissus en L'indigo. coton avec le L'indigo. bogolan aussi. L'indigo avec le Donc, bogolan. oui, on a découvert beaucoup de choses. Madame Fatou, vous avez également exposé vos... Oui, oui. Il y avait ces touches ouest-africaines dans vos habits et est-africaines. Comment les ouest-africains présents Moi, j'ai en- présenté les deux à l'exposition. J'ai travaillé de la mousseline et la mousseline est portée à Djibouti et en Afrique de l'Ouest, que ce soit la mousseline fleurette ou unie. Et j'ai travaillé le bogolan aussi en sac. J'ai fait des sacs en bogolan. J'ai fait des sacs avec le tissu traditionnel d'ici aussi. Et ça a été, bon, on avait une bonne vente. Et j'ai fait aussi des costumes, je fais toujours des costumes hommes, mais pas de ce même style. Parce que là, Oui. c'est deux coutures différentes. Là, c'est le tailleur complet. Oui. Et là, c'est un designer de costumes africains avec les mêmes qualités de tissu qu'on appelle super 100, utilisé pour faire des costumes normaux. On utilise pour faire des habits L'affiche africains. publicitaire de la 7e édition, l'habit porté par l'homme, c'est vous, je pense, il y avait une tenue traditionnelle. J'avais fait une tenue traditionnelle. Je fais des tenues traditionnelles, mais je ne me rappelle pas de cette affiche. Je ne me rappelle pas, mais je sais que j'ai fait des affiches et j'ai même des mannequins d'ici. C'était très beau, c'était très beau. oui, je j'ai regarde. fait des, Il y avait une affiche. Et il y a des jeunes djiboutiens aussi Oui. à qui j'habille durant des mariages, Exactement, oui. durant des cérémonies, avec des costumes africains, des manches costumes, tout bien cousus, mais pas comme le design de Caen. Exactement. Karine, Exactement. Ouais. lors de cette exposition. Lors de cette exposition, sincèrement, c'était plus un échange pour faire connaître un peu ce qu'on fait aussi à Djibouti. Vous Et- passiez aussi dans les autres stands Oui, autour oui, du- oui, bien on a sûr. fait des D'ailleurs, moi visites. j'ai acheté des sandales Ouais, à côté. on a fait des, on a fait des gestes, C'est des exactement. échanges. Découvrir, Ouais. ça nous a permis. Que les D'ailleurs, commerçants sont Ça va pas. n'achètent pas quelque chose. si, Nous avons cette, cette Si les commerçants, ils découvrent aussi ce que font les autres, Les autres, pour qu'ils exactement. puissent améliorer aussi Merci. son Ouais. propre travail. C'était- S'il n'y a pas cet échange, cette découverte, tu sais, on reste toujours, on piétine, on C'est- tourne Mais en comme rond. vous aimez C'était plus ça, d'argent, l'objectif. On a tendance à dire que vous n'achetiez rien. Bah, Non, non, enfin, vous faites. l'objectif. Mais non, le commerçant, c'est les gens qui achètent le plus. Le hein. plus, merci. Sinon, rien ne Ouais. marche. Exactement. L'objectif de Vous êtes l'exposition, consommatrice, donc, l'objectif C'est ça, de exactement. l'objectif principal de l'exposition, c'est des échanges culturels. Oui. C'est vrai. Elle achète du tissu teinté qu'elle ne trouve pas à Djibouti. On achète du bogolan pour le ramener d'ici. Eux aussi, ils ont acheté des trucs qui sont venus de Djibouti. Parce qu'à Djibouti, on trouve toutes sortes de tissus légers, fleurettes, imprimés, unis. Ils ont acheté ça aussi. Et on est parti dans d'autres stands acheter d'autres tissus qu'on est censé confectionner ici à Djibouti. Ouais. Il y a des Et gens on a présenté même dans le stand, on a fait une présentation de bakour, Merci, de oud, oui, de oui. machin qui a attiré du monde. Qui a attiré du monde. Même lors de la visite des officiels, ça les a attirés avec l'odeur. L'odeur d'encens qui est particulièrement djiboutien et africain de l'Ouest. africain, oui, Ça, oui. c'était important. Exactement. C'est vraiment C'était une spécialité. Ouais, le c'est une spécialité de Djibouti. orientale. Voilà, L'enfant, orientale, oui. mais Orientale. même Djibouti. djiboutien. hein, Ouais, parce Les plus que- les puntes, comme on dit. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est ce qui a attiré le plus le monde. Oui, là, c'est avec vrai. l'odorat, il venait de L'odeur, très tout, loin. mais se posait beaucoup de questions par rapport à Et nous, l'odeur. par exemple, le kimono que j'avais fait avec le mélange de façon Pantissé, Fanny ouais. Mhm. et le dira en soi, les gens ont aimé. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu peux nous le vendre? Mais bon, comme moi, j'aime pas vendre sur, Ouais, ouais. sur le site ça, mais les gens ont aimé ça. Donc, voilà. Nous sommes donc à terme de cette émission. Une question pour vous quatre. La culture. La culture est aujourd'hui, comment dire, un truc qu'on pourrait vendre, qui peut se vendre, c'est-à-dire les tenues traditionnelles, autre chose. Vous êtes la directrice de la culture. En tant que directrice,
qu'est-ce que vous proposiez pour les jeunes, pour leur montrer que la culture peut être un moyen de gagner sa vie? Est-ce que vous avez par exemple des cours à faire en ce sens ou des sensibilisations à faire dans ce sens? Oui, deux fois. Je ne veux pas mentir d'ici, disons on fait des formations, mais dans les CDC, oui, il y a des formations qu'on fait de couture. Donc il y a des machines qui sont là déjà. Il y a une prof qui est là tous les 3 semaines, je crois, qu'il y a une dizaine de dames, une dizaine de jeunes filles le quartier qu'on sélectionne, qu'on est en train de On ne peut pas aller au-delà et suivre la mondialisation pour ne pas rester toujours dans la couture, par exemple. Si, pourquoi pas. Parce des programmes pour les jeunes. Oui, pourquoi pas. Maintenant même, le département de la culture a y pensé. Maintenant même, on est en train, vous m'avez fait sortir de ma bouche, mais bon, voilà, maintenant même, on est en train de préparer la culture. Le ministère est en train de préparer un Fashion Week. Que depuis en 2021, oui, 22, on avait participé le CITA en Lomé aussi. Donc nous, maintenant, on s'est dit pourquoi pas qu'on crée ici un Fashion Week, à Djibouti même. Pour nos 3 stylistes. On fait plus que ça, hein, plus. Ils ne gagnent pas. Voilà. Vont-ils ensemble pour vous Oui, la culture est génératrice de revenus. Oui. La culture est génératrice de revenus. Ouais. C'est à nous de nous prendre en main et de valoriser notre culture. Aussi, oui. La culture, c'est beaucoup de choses, c'est pas que les vêtements, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe le tourisme culturel, on peut aller dans les régions, faire des choses, dans les localités, voilà. C'est comment nous la perception qu'on a. Voilà, qu'on a de notre culture. La culture, ça peut être les chansons, la danse, ça rentre dans beaucoup de disciplines. Hein. Maintenant, c'est à nous de mettre ça en valeur. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y aura le Fashion Week. C'est pour dire, voilà, on ne s'est pas arrêté au CITA, mais nous aussi, on peut promouvoir cette culture par le biais du Fashion Week et pourquoi pas plus tard par la présentation de la littérature, la présentation de l'art plastique, de sculpture, ça peut être peinture et tout ce qu'on veut. Donc c'est génératrice d'emploi, mais c'est aussi génératrice de vocation. Parce que des jeunes qui, eux, ne savaient comment faire et qui n'étaient pas peut-être, qui n'aimaient pas les études classiques, peuvent trouver d'autres directions, d'autres chemins pour s'épanouir. Parce que quand on trouve sa vocation, c'est un épanouissement aussi. Donc, l'opportunité de ce Fashion Week, c'est pour dire à la jeunesse aussi, voilà, vous avez la possibilité de vous spécialiser dans d'autres domaines. Il n'y a pas que devenir docteur, il n'y a pas que devenir économiste, on en a plein, mais il y a plein de secteurs où vous pouvez vous épanouir, créer et même aller vers l'international. Donc je pense que l'objet de la prochaine Fashion Week à Djibouti, c'est une façon aussi de réveiller la jeunesse et de dire voilà, l'avenir vous appartient, il n'y a que votre imagination qui peut vous arrêter. Et comme disent les Américains, the sky is the limit. Donc, voilà. Je le redis encore, Madame Fatou, vous êtes un modèle d'intégration djiboutienne. La culture djiboutienne vous a inspiré? Oui, vous voyez la culture djiboutienne m'a inspiré parce que un Sénégalais ne peut pas se perdre à Djibouti. On a presque la même culture, la même éducation, d'où la religion musulmane. L'étudiant djiboutien trouve facilement son intégration au Sénégal. Le Sénégalais aussi, pour s'intégrer à Djibouti, je pense qu'il n'a pas beaucoup de problèmes. On a à peu près les mêmes cultures. Et sur les métiers aussi, c'est pareil. Sur la cordonnerie, ça existait depuis très longtemps. Pour la peinture aussi, il y en a plein. Pour la couture aussi, bon, je peux dire même confirmer que l'UNFD forme, encadre beaucoup de jeunes dans ce domaine. Et pour le port vestimentaire aussi, c'est presque à peu près la même chose. Donc c'est deux cultures différentes, mais à peu près presque pareilles. Et je me sens bien à Djibouti, comme j'ai l'habitude de dire. Et Djibouti, c'est un peuple riche sur le plan culturel.
d'autant plus qu'elle est composée de 3 communautés. La communauté djiboutienne, somalienne, la communauté arabe et afar. Donc elle est très riche en culture. Et comme elle disait en Fashion Week Djibouti ou bien des manifestations sur le plan culturel et touristique, pourra bien vendre encore la destination Djibouti. Karine, à vous. Culture ou c'est plus la vente qui vous attire occidentale Comme Mme Badria disait, il n'y a pas de frontière là-dessus. Il Oui. n'y a pas de frontière là-dessus, dans le sens où, même si bon, dans mon domaine, je fais. C'est de la couture un peu moderne, on va dire. C'est très moderne. Mais on reste toujours, comme on appelle, on tient toujours à notre culture, à cette valeur-là, parce que. Est-ce que vous envisagiez un jour, comment te dire, mettre un brin de notre culture sur vous? Sincèrement, c'est ce que je fais jusqu'à maintenant, parce que, comme on appelle, déjà tous les mariés, ils viennent me voir pour que je les habille. Et il y a des moments où, par exemple, la dame, elle s'habille en tenue traditionnelle. Donc à ce moment-là, ce que moi je fais, j'essaie de prendre un petit tissu, un petit tissu de la tenue, le tissu traditionnel, et j'essaie de matcher un peu, par exemple, par rapport à mes costumes, pour qu'ils se matchent en fait les deux. Donc voilà, exactement. Pour faire un rappel. Exactement, rappel, voilà. Donc c'est comme je disais, il n'y a pas de frontières, et puis c'est un travail, comme on appelle, qui est lié, quoi. Donc dans un sens, c'est comme on appelle, j'y travaille là-dedans, même si je suis plus spécialisé dans les costumes, cette culture un peu moderne, mais j'essaye comme on appelle, de mélanger ça des fois, par exemple pour des clients spéciaux, pour des demandes un peu spéciales. Et franchement, je ne vois pas la limite entre les deux, tout simplement. C'est noté. Un mot de la fin pour quelqu'un qui veut rajouter quelque chose avant de refermer cette table ronde? Nous disons que pour la jeunesse surtout, parce que c'est le plus important, c'est eux qui vont prendre après la relève. On a tracé le chemin. Maintenant, il faut qu'eux aussi prennent le pas. C'est très important et il ne faut pas avoir peur. La peur est là. En fait, elle nous permet... Il ne faut pas que la peur nous retienne, mais qu'elle nous permette d'aller de l'avant. Donc, la jeunesse, s'il vous plaît, travaillez, n'ayez pas peur, lancez-vous. Et ça, c'est très important. Parce que le pays est en friche, il y a beaucoup d'activités. Donc, c'est à eux de se prendre en main et de faire. Et puis, je pense qu'une fois que les gens ont montré ce qu'ils peuvent faire, le gouvernement peut suivre derrière. Oui. Mais d'abord, faites le travail. Exactement. Voilà. Mais même si le gouvernement, il est là, surtout, il est focalisé sur la jeunesse ces dernières années, donc je pense qu'on a tous les outils en main pour que les jeunes n'aient pas peur en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le commerce et ne se limitent surtout pas à ce risque-là, cette peur surtout. Cette peur du risque. Voilà, cette peur-là du risque. Parce qu'ils ont tous les outils en main, alhamdoulilah, maintenant. Donc, je les appelle et je les encourage surtout à se lancer dans le domaine parce que ce domaine-là, il est vide encore. Voilà. Bah, vous avez quelque chose à rajouter, madame? Oui, tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le gouvernement djiboutien, et particulièrement au président et son épouse, et qui ne ménage aucun effort pour la bonne marche et l'intégration, l'insertion de la jeune djiboutienne. Remercier aussi la communauté sénégalaise expatriée à Djibouti, son consul, et vraiment encourager encore la jeunesse djiboutienne à prendre la relève sur tous les plans, sur le plan économique, artisanal, technique, et Djibouti a besoin de son peuple pour aller de l'avant. Madame la directrice, Voilà. Oui, je vous donne la parole pour refermer. D'accord. Alors moi, tout ce que j'aimerais dire, que la jeunesse sur le ministère est trop vaste.
Donc il y a une partie de la jeunesse et une partie de la culture. Donc sans la jeunesse, il n'y a pas de culture et sans la culture, il n'y a pas de jeunesse. Donc c'est inséparable. Donc nous, on est ouverts et puis la culture est vaste. Donc moi, personnellement, la direction de la culture est trop vaste. Donc, et alhamdoulilah, maintenant même, il y a les stylistes qui sont parmi, qui est en premier à la tête. Donc je voulais leur féliciter et puis en disant que en avant, Inch'Allah. Voilà. Rajouter quelque chose? Oui, bah, j'aimerais bien remercier le ministère de la Jeunesse et de la Culture de nous avoir invités et de nous avoir donné cette opportunité. Et je voudrais remercier aussi ma famille, parce que c'est très important. C'est eux qui m'encouragent et qui sont toujours derrière nous. Sans eux, on ne peut pas avancer, c'est très important. Et voilà, merci beaucoup. Karim, l'honneur revient à vous, donc si vous avez un mot à rajouter, remercier quelqu'un. Sincèrement, comme Mme Badri elle a dit, je remercie encore le ministère qui nous a cru, bon, moi personnellement, qui m'ont invité pour la deuxième fois et qui croit à notre travail, qui est toujours derrière nous. Et je remercie aussi notre gouvernement d'ailleurs, notre président et la première dame qui sont là à encourager les jeunes, à mettre en place tous les outils nécessaires pour que les jeunes puissent avancer. Et enfin, je remercie le peuple djiboutien et surtout ma famille qui est mon moteur derrière moi, qui me motive. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Voilà donc pour l'essentiel de cette 8e édition du CITA à Lomé avec mes invités. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.